Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, le retour. Je sais que nous vous avons manqué, nous n'étions pas là pendant 2 petits jours. Normal, il n'y avait pas de match, mais nous sommes ravis de vous retrouver après ce qui est peut-être la meilleure journée depuis le début de la Coupe du Monde, de par ses scénarios, de par son suspense haletant, et peut-être même une des meilleures journées de Coupe du Monde de l'ère moderne, je pense. Il y en a eu d'autres, hein, bien entendu, hein, mais aujourd'hui, c'était un grand kiff de A à Z. Et on va débriefer ça, discuter avec monsieur Dan Pérez, que nous retrouvons également ce soir. Comment vas-tu, monsieur? Salut Zach, je reprends doucement mon souffle après cette journée assez dingue. C'était vraiment une dinguerie. On va en discuter en long, en large, en travers. On va parler un peu de jeu, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vu, de ce qu'on a trouvé. Mais on va le faire également avec quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je le sens, monsieur Raphaël Cosmidis. Comment vas-tu? Ça va très bien, Zach. J'espère que Dan, ça va aussi, mais je le sens bien en forme. Non, écoute, une journée avec peu de choses à analyser, pas trop d'émotions, donc je pense que d'ici 23h30, on est rentré chez nous, c'est plié. J'espère que les gens sont pas trop motivés sur le chat, il s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Non, 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 il s'est passé 1000 choses et il y a tellement à dire, mais sur les 2 matchs en plus. Déjà à 18h30, à 18h40, on pensait, déjà que la journée était grande et avec ce qui s'est passé ce soir, voilà, on est sur un je sais même plus quelle journée, sur un vendredi de qualité. Un vendredi d'immense qualité, tu l'as dit, monsieur. On va ouvrir le bal. Vous voulez ouvrir le bal? On commence comme la plage le prévoit. On commence Brésil-Croatie, ou vous voulez qu'on tape sur Ah non, ah non, Pays-Bas-Argentine non, direct? faut Non, qu'on on va aille sur sur les Pays-Bas-Argentine. La on est plage, on la obligé. prévoit souvent Pays-Bas-Argentine. en avance. La plage, on la prévoit en avance, c'est pour ça qu'elle est Ça dans me cet plaît. ordre-là, mais allons-y. Ça me plaît. Pays-Bas-Argentine, les amis. La rencontre qui vient juste de se terminer il y a un quart d'heure. Une rencontre avec un suspense haletant, des Argentins de qualité qui ont réussi à marquer le 2-0, pas de manière assez rapide, je dirais, mais un match qui, au début, moi, je pensais que ça allait être une purge, pour être honnête avec vous, mais qui s'est révélé au final meilleur que ce que je pensais. Pas folichon non plus dans le jeu, mais avec une inspiration de Lionel Messi sur la passe suivie d'un penalty. Et enfin, le classique de l'équipe qui recule, on va en parler dans quelques instants, et une égalisation des Pays-Bas qui nous mène à cette séance de penalty où sur la fin l'Argentine a beaucoup poussé, et avec la délivrance entre Messi, Lautaro et Emiliano Martinez. Monsieur Dan Pérez, tes impressions les plus brutes avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur ce Pays-Bas-Argentine? Les plus brutes, c'est les émotions, la tension, le scénario de ce match qui nous a mis dans tous nos états, quoi. Je pense, tous les gens qui étaient devant la télé étaient un peu comme des fous, bon, à part peut-être si tu argentin, mais encore au final, vu que ça se termine bien, les Ah, émotions je sont là. je pense que les Et Brésiliens étaient puis pas très concernés, Dan. Je pense qu'ils étaient plus trop oui, dans la compète, c'est tu vois? possible, c'est possible. Mais non, et ensuite, rapidement, ce qui est intéressant aussi, on reviendra peut-être dessus, sûrement d'ailleurs, c'est qu'au final, on a vu des choses dans le jeu grâce à cette avance de 2 buts des Argentins Oui. et à la constitution de la liste de Van Gaal qui a pu faire rentrer 2 tours devant. On a vu des choses qu'on avait peu vues dans le mondial. Une manière de jouer, un peu un peu la vibe, Llorente, 2019, avec sous Ouais, Pochettino avec Tottenham où, en ouais, fin de ouais, ouais. match, en fait, tout explose et puis tu envoies des longs ballons sur un géant et tu joues les deuxièmes ballons et c'était cool aussi à voir. Donc tu as eu tout quoi, tu as eu des trucs qu'on n'avait pas vus. Bah, évidemment, le coup de pied arrêté du siècle, évidemment et Oh là là. donc non, mais c'est un kiff ultime et puis ouais, il y a plein de choses à dire. Monsieur Raphaël Cosmidis, pareil, même question. Non, mais Dan a dit le coup de pied arrêté du siècle et j'en parlais avec un pote pendant le match. D'ailleurs, il y a la police du foot là qui vient de passer parce qu'il y a trop d'émotions aussi. J'en parlais avec un pote et on a dit en même temps, mais c'est le but du siècle. Mais parce qu'on était trop dans l'émotion, tu vois. Et c'est-à-dire que moi, c'est le truc que je garde malgré l'élimination des Pays-Bas, c'est que t'es à la quoi 111, non, si c'est ça, Si, 101e, 101e. 101e, 101e. 102e. Il y a 2-1, t'as un ballon à 25 mètres des buts, tu 2 tireurs, même encore plus proches que ça, et t'as le courage, l'audace, l'intelligence, la maîtrise technique, la feinte, de jouer ce coup de pied arrêté comme ça, et ça, c'est un moment immense et on le gardera quand même en tête malgré l'élimination des Oui. Pays-Bas. Alors ça le diminue un petit peu parce que si derrière il s'était qualifié, ça aurait été le moment, le tournant, tu vois?
Mais c'est des moments comme ça qu'on garde. C'est la passe de En, Messi, c'est la fin de match en avec fait, Van il y a Dijk qui deux. finit 9 avec 2 attaquants de grande taille. C'est tous ces moments-là qu'on va garder, je pense. Dans cette journée, il y a deux gestes immenses qui finalement vont peut-être passer à la trappe de l'histoire parce que l'équipe n'a pas gagné. C'est le but de Neymar qui, Ouais. alors qu'il est cramé, en pleine prolongation, même vers la fin de la prolongation, initie quelque chose d'extraordinaire et réussit ensuite à avoir la lucidité en plus, de dribbler le gardien et de Dribbler le frapper au gardien. but et de marquer. Ouais. Et tu as le coup franc et tu as le fameux coup franc, la combi, comme l'a dit Raph, faut c'est pas tant la combi qui est, novatrice, c'est le moment choisi pour le faire qui rend l'action extraordinaire et finalement ces 2 actions, géniales, elles vont peut-être être, voilà, elles vont peut-être être ternies dans notre mémoire, ou elles vont peut-être disparaître parfois de la mémoire collective parce que les équipes en question n'ont pas gagné. C'est dommage, mais en même temps, il y a quand même la passe de Messi. La passe de Messi du 1er but qui est dingue et puis les aussi, un truc qu'on n'a pas dit sur les émotions et sur les gestes, c'est les 2 gardiens. C'est-à-dire Oui. Livakovic pendant tout le match et Martinez qui, tu sens que c'est un gardien, qui mentalement aime ce genre de moment. C'est pas la première fois qu'il fait le coup. Voilà, tu aussi ça aussi, ça fait partie des grandes performances Quand il arrive dont avec on va sa se souvenir statistique plus tard. de 10 ou 11 penalties arrêtés sur 33, il te pose le schéma, le commentateur, quand il dit ça au début. Exactement et tu sens même qu'il a voilà, il est dans une dynamique de proactif, tu vois? Où tu sens qu'il a il prend tu as l'impression, hein, qu'il prend le dessus, mentalement sur l'équipe adverse, un peu comme Livakovic au fil du match. Tu pensais qu'il avait pris le dessus, Neymar invente ce truc, donc tu te dis: «Ah bah, il a fallu le geste de Neymar, la folie pour enfin battre Livakovic» et après il revient, il dit: «Non, je suis encore là» et puis il sort les pénaux. Ah, c'est une grande journée, Zach. Tu as kiffé Si on toi? doit être honnête, oui, 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 forcément, j'ai kiffé. Moi, des trucs que j'ai remarqué, c'est que les deux systèmes étaient un peu calqués l'un sur l'autre. Voilà, ça jouait à trois derrière, avec un milieu, des pistons et une attaque un petit peu similaire, sans trop délier. C'était assez axial avec les côtés animés par les pistons. Euh, Moi, des trucs qui m'a en fait un petit peu, enfin, ce que j'ai trouvé, c'est que un des trucs qu'on avait noté plusieurs fois pendant cette Coupe du Monde, à savoir le manque de qualité dans le dernier tiers des Pays-Bas, ça s'est ressenti sur ce match avec Bergwijn, Depay, Gakpo. Pas que ce soit des mauvais joueurs en tant que tels, il y a de la qualité avec cela, mais c'est peut-être pas le top niveau non plus. Gakpo, c'est quelqu'un peut-être en devenir. Memphis Depay, bon, il a 28 ans, Bergwijn à peu près similaire, on connaît leur niveau. Et moi, j'ai trouvé que ça s'est ressenti de ouf en première, avec Bergwijn qui sort derrière à la mi-temps, il me semble, si je dis pas de bêtises, et ça ne m'étonne pas pour qu'il Ouais, fasse c'est rentrer ça. Bergwijn et Koopmeiners, je crois. Et donc, du coup, je trouve que ça s'est ressenti sur les Pays-Bas qui ont du mal à jouer les quelques coups qu'ils ont pu avoir, pendant que les Argentins, eux, ont pu compter sur oh là 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 là, pendant que les Argentins ont pu compter sur la passe de Lionel Messi. Mais la passe est absolument exceptionnelle aux prises avec Nathan Ake pour faire une passe cachée qui passe dans un trou de souris et qui va taper sur Nahuel Molina qui avait attaqué l'espace entre les défenseurs à ce moment-là, qui a la justesse technique de bien la reprendre et de finir. Et boum, ça t'ouvre le truc. Et après, deuxième mi-temps, pareil, des Pays-Bas qui, au final, ne réussissent pas à être hyper tranchants, hyper dangereux jusqu'au penalty qui donne le 2-0. Et là, vraiment, il y a un truc qui m'a fait vraiment rigoler quand même. Hein. C'est vraiment. Alors, même si Van Gaal n'est pas celui avec les presets de football les plus chatoyants, on va dire, sans dire non plus que c'est quelqu'un qui pipe rien, hein, bien entendu, mais ça me fait rire quand même quand il a jeté ses idées football en l'air comme ça, là, et qui a dit, allez hop, on fait rentrer deux perches, il a fait rentrer Weghorst et Luc de Jong, et ça a été armada de centre au milieu d'une défense centrale martinez, enfin cette défense centrale argentine qui n'a pas, enfin qui a du mal en termes de qui a un petit déficit de taille quoi, avec du Lisandro Martinez, du Tagliafico, voilà, du Pezzella et tout. C'est pas les mecs les plus grands. Otamendi a essayé d'être héroïque à un moment, de prendre beaucoup de duels de la tête, mais au final ça a réussi aux Néerlandais.
Et c'est facile de dire, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit dans la conf tout à l'heure, mais quand il y a alors déjà, je tiens à dire que la sortie de Rodrigo de Paul, je pensais pas le dire, a fait énormément de mal aux Argentins. On a dénoncé un truc pendant cette Coupe du Monde, c'est le fait que quand des équipes atteignent leurs objectifs, bizarrement, elles reculent. Et ben les Argentins qui reculent et qui redoublent de malice, de vices et de fautes, avec l'entrée notamment de Paredes, qui est digne d'un combat de Muay Thai. J'ai détesté l'attitude des Argentins, le vice et tout. Alors des fois, ça peut être nécessaire. Hein. Moi, j'aime bien quand Lucas Hernandez a son petit coup de vis en équipe de France. Tu vois, c'est des choses que quand c'est pour toi, t'es content, et quand c'est contre toi ou quand t'es neutre, bah tu trouves ça détestable. Et Paredes, j'ai trouvé son entrée absolument détestable. Mais du coup, j'ai trouvé l'Argentine a reculé, a été très stressée. Les Pays-Bas ont foncé sur leur plan qui consistait à balancer que des ballons, des ballons, des ballons. C'est assez drôle parce qu'à des moments, le gardien néerlandais, il donnait le ballon à Dumfries. Dumfries, il avait 30 mètres devant lui. Il prenait même pas le temps de prendre l'espace. C'était une chiche et des seconds ballons. Et au final, ça a réussi. Les Pays-Bas ont réussi à avoir un premier coup franc dangereux. Premier coup franc dangereux, je vois la même configuration de mur. Je me dis, attends, s'il faut une petite combi, là, ça peut faire un truc. Burgueil tire, ça passe pas. Et là arrive la deuxième. Et quand j'ai vu la combinaison, j'étais dans le bain. J'ai fait waouh. Et j'ai vraiment, ça m'a refait penser au premier. J'étais comme un fou. Vous avez pensé quoi un peu tactiquement, vous, justement, Bah, de ces mi-temps? Avant qu'on rentre dans la partie tactique, tu as parlé du niveau des joueurs, Zach, et c'est quand même une donnée importante de ce match. Et il faut le dire, Ouais, notamment quand on parle des Pays-Bas, mais pour moi, ça vaut aussi pour l'Argentine. C'est qu'au final, pour un quart de finale de Coupe du Monde, il y avait très peu de grands joueurs sur le terrain. Et c'est ça, vrai. c'est quand même une première donnée importante quand on va parler après du plan des Pays-Bas et du plan argentin aussi, surtout des équipes quand elles avaient le ballon. Du côté argentin, tu as quelques joueurs qui sont au-dessus de l'autre. Tu as évidemment Messi. Je pense qu'Enzo Fernandez, tu le sens sur un match comme ça, que le gars est destiné à un peu plus que d'autres Oui, joueurs. Tu as Otamendi qui fait une grosse perf parce qu'il est à son plafond. Et du côté néerlandais, tu as en gros un joueur par ligne qui est de niveau vraiment digne des anciennes générations de ces deux nations-là. Tu as Van Dijk, ouais, De Jong et tu as un Depay diminué qui sort d'une petite saison, mais qui sur le plan technique, tu sens peut faire plus de choses que les autres. Mais c'est ouais. des équipes qui ont des générations très moyennes, hein. Quand tu parles des Pays-Bas, je te fais la comparaison avec le Pays-Bas milieu des années 2000, fin des années 2000. Dans le secteur offensif, tu avais Van Nistelrooy, Van Persie, Robben, Sneijder, Van der Vaart. Tu vois, c'était pas C'est les mêmes joueurs, quoi. Et c'est pas la même qualité. ça joue beaucoup dans le plan des deux équipes. Et c'est pareil du côté de l'Argentine, parce qu'on a parlé d'Enzo Fernandez. Alors Alvarez est un joueur en devenir aussi, mais c'est très jeune. Et quand tu fais la comparaison avec l'Argentine des années 90 ou 2000, où tu pouvais avoir sur la même génération Crespo et Batistuta, par exemple, et aujourd'hui, tu n'as aucun des deux joueurs. À une époque, tu pouvais avoir Di Maria à son meilleur niveau, tu pouvais avoir Tevez, tu pouvais avoir Higuaín, qui était un grand joueur à une époque. Tu avais beaucoup de grands joueurs. Et je vois que des gens qui citent les Pays-Bas des années 90 avec Bergkamp, avec Davids, avec ces joueurs-là, avec Kluivert. Voilà, c'est quand même une donnée importante de ce match-là, parce qu'après, on va dire beaucoup de choses intéressantes. Mais ce qui se passe tactiquement découle aussi de la qualité technique et individuelle que tu as sur le terrain. Et après, on parlera Scaloni parce qu'il est vraiment intéressant. Mais je sais pas ce qu'on a pensé d'Anne, mais moi, c'est un truc qui m'a marqué quand même quand tu parlais du manque de talent dans les 30 derniers mètres, Zach. C'est-à-dire que les entraîneurs Ouais. ont des idées, mais après, il faut des joueurs qui soient créatifs et capables d'exécuter des choses. Et sur ce mondial, on a vu beaucoup d'équipes. On a parlé de l'Espagne qui est dans le même cas, du Brésil qui à certains moments a le même problème, même s'ils ont plus de talent. Mais surtout l'Espagne et là, les Pays-Bas qui ont énormément de mal quand les espaces sont fermés, quand une équipe est en place pour se créer de l'espace et créer de la vitesse. Et on parlera vraiment du plan tactique, mais il y a un manque de Ouais, talent d'ailleurs, chez beaucoup de nations sur cette équipe. essentiellement en première mi-temps, les moments où il y a pu avoir un soupçon de danger, où l'équipe en fait adverse a pu avancer dans les 20 derniers mètres, c'est souvent sur des transitions. D'ailleurs, c'est pour ça que Bergwijn sort à la mi-temps parce que Gakpo se retrouvait à mener la transition au lieu d'être la Ouais, cible de la transition. Tu sais, il jouait derrière deux attaquants. Donc, en faisant sortir Bergwijn pour Berghuis, qui a joué donc derrière Depay et Gakpo, tu avais Berghuis pour mener le contre, hein, faire le premier relais. Et du côté de l'Argentine, ce qui était intéressant dans le changement de système, rappelle-toi, on avait dit c'est possible qu'ils passent à 3 parce que dans les deux derniers matchs, ils étaient passés à 3 en cours de match, l'Argentine. Et là, ils sont passés à 3. Ça leur a permis plusieurs choses. Ça a permis déjà défensivement de gérer Dumfries beaucoup. Acuna fait un gros match sur Dumfries parce que ça permet de ouf, à la de fois de ouf. sortir sur les axiaux. Tu peux sortir sur les axiaux des Pays-Bas et tu as un joueur Otamendi en plus en centrale pour couvrir la profondeur. Il l'a très bien fait en première mi-temps.
et tu as Acuna pour gêner Dumfries et il y a eu beaucoup d'interceptions là-dessus. Ça te permet aussi de mieux défendre en avançant et à la perte, tu avais Molina, donc le piston droit qui est le joueur le plus menaçant en fait de l'Argentine, sur la 1re heure, hein, quand le match bascule pas dans la folie et pourquoi? Parce qu'il attaquait sans cesse le dos de Blind qui lui, pour le coup, on parlait des individualités en difficulté. Lui, évidemment, avec l'âge, c'était déjà pas le joueur le plus explosif, ça l'est encore moins. Et Molina a beaucoup attaqué ça. On a vu la plupart des avancées argentines passer sur ce côté-là par Molina. Et ce qui est intéressant, dernière chose, c'est que sur le but où Messi fait cette passe de dingue, en fait, c'est d'abord l'avance de Molina sur Blind qui oblige Ake à sortir sur lui et qui libère un petit peu de place pour Messi. Parce que jusqu'à présent, Messi était assez bien enfermé par la trappe des Pays-Bas. Il y a Ake qui sortait fort sur lui, De Jong qui refermait. Et ensuite, dès qu'il était touché, le bloc s'agglutinait comme ça, tu vois, une espèce de piège à 3-4. Mais il y avait souvent Ake qui sortait parfois très loin. À un moment, Messi l'a testé, Oui, il s'est déporté complètement de l'autre côté et Ake y est allé. Donc, quand Ake ne devait pas gérer quelqu'un d'autre qui plongeait dans sa zone, il suivait Messi. Et le fait qu'il ait à sortir sur Molina parce que Blind était en retard, c'est le départ de l'action de dingue qui amène au Et but de Molina. je rajouterais un truc, Zach, sur l'intérêt de la défense à 3 pour l'Argentine sur ce match-là, c'est qu'on avait dit lors du match contre les États-Unis que les Pays-Bas amenaient les défenseurs centraux à jouer à l'intérieur. Peut-être que Dan d'ailleurs va compléter avec le fameux tableau. Non, Là, le fait d'avoir 3 centraux, avec donc Lisandro Martinez, Otamendi et j'oublie le troisième, Romero. oui, Ça voulait Romero. dire que Gakpo et Depay ou Gakpo et Bergwijn ou Bergwijn et Depay selon à certains moments c'était les 2, parfois c'était d'autres, ne pouvaient pas attirer à l'intérieur parce qu'il y avait forcément un joueur libre sur la première ligne de l'Argentine. Et on avait dit lors du match, notamment de l'Angleterre qui avait connu un même problème en poule, et lors du match des États-Unis contre les Pays-Bas, pourquoi ils n'ont pas fait décrocher un de leurs milieux. Rappelle-toi, on avait dit pourquoi Adams n'a pas décroché pour recevoir le Oui, ballon, créer un 3 contre 2 et puis avancer parce que techniquement il sera plus fort. Et là, le fait que l'Argentine soit à 3 déjà comme ça a empêché le plan que les Pays-Bas avaient mis en place contre les États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que ça a plus joué sur les côtés sur ce match-là, c'est que les Pays-Bas, au lieu d'orienter vers l'axe, notamment là où il y avait Messi, ont orienté vers les côtés. Et la donnée, mais qui est très importante dans ce match, c'est qu'en fait, les pistons argentins ont dominé les pistons néerlandais. Et ça, on ne pouvait pas forcément s'y attendre. Que Acuna, à la fois défensivement, mais même offensivement, parce que c'est lui qui va obtenir le penalty en provoquant Dumfries, et que de l'autre côté, Molina soit meilleur que Blind, c'était pas forcément donné au début de la rencontre. Donc cette adaptation de Scaloni, elle était vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque, en fait, ce qui est curieux, c'est qu'à chaque match, il a changé de système quasiment. Parfois en restant à 4 derrière, mais en changeant l'orientation de la première ligne. Contre l'Arabie Saoudite et contre le Mexique, ils n'avaient pas défendu pareil devant. Pareil contre la ouais. Pologne, pareil contre l'Australie. À chaque match, il y a des adaptations. Donc il corrige des choses. Par contre, c'est plus sur la deuxième période, surtout sur la deuxième période que l'Argentine, là, sur ce match contre les Pays-Bas, est passée un peu à côté. Mais en tout cas, Scaloni évolue beaucoup au fil de la compétition et s'adapte beaucoup aux adversaires. Et ça, c'est un des coachs qui s'adapte le plus aux adversaires depuis le début de la compète. Moi, vraiment, il y a un truc que j'ai noté et sur lequel j'ai envie de revenir. Bon, en dehors de l'entrée de Paredes, le chat, l'entrée de Paredes en un mot, s'il vous plaît, faites-moi plaisir parce que je sais que vous êtes inspirés. J'ai envie d'avoir le sourire aux lèvres. Mais en dehors de l'entrée de Paredes que j'ai trouvé calamiteuse et de toutes ces fautes grattées qui ont au final ramené un temps additionnel de fou et sorti une niaque chez les Néerlandais qui, je pense, a mené à l'égalisation. Au passage, Paredes n'aurait peut-être pas volé son rouge hein, entre le pénalty et le tir délibéré sur le banc néerlandais. Je pense que ça aurait pu le mériter. Mais au-delà de ça, moi, vraiment, je veux noter quand même un truc. C'est ce genre de contre-coup entre guillemets émotionnel que chaque équipe vit quand elle atteint son objectif, dont on a déjà parlé. L'Argentine à 2-0 se met à reculer, tente de presser à quelques moments, mais ça reste un peu succinct. Résultat, aucune gêne pour les centraux et les joueurs globalement des Pays-Bas qui recevaient le ballon bas et qui réussissaient à envoyer leur chiche
pour gagner leur duel de la tête et les seconds ballons. Et puis après, passer la prolongation et tout le contre-coup émotionnel d'une égalisation légendaire, bah ça s'est rééquilibré et les Pays-Bas ont un peu moins joué à tir larigot, ce qui leur a mené à l'égalisation. Bon, en même temps, je peux comprendre qu'ils n'avaient pas repassé toute la prolongation avec Van Dijk et Ake en neuf. Mais Ah, en, je dirais quand même que en je les ai fait, revus un petit peu dans leur travers d'avant le 2-2, quoi. ouais, Zach, tu as raison. Après, faut dire 2 choses. C'est que tu l'as dit tout à l'heure avec, Dumfries, tu as pris l'exemple de Dumfries qui avait du champ devant lui et qui envoyait devant. Heu, ça pour le coup, ça t'oblige à reculer. C'est-à-dire que là, tu peux même pas dire, «Je vais presser, dans l'entrejeu». Mm. Si les mecs, ils balancent des chiches devant, tu es déjà obligé de reculer. La deuxième chose que je voudrais dire, Ouais. c'est que l'histoire se finit bien pour lui, mais après le deuxième but, donc à partir de la 65e minute jusqu'au coup de sifflet final, donc c'est-à-dire jusqu'à 90 plus 11, donc ça fait, 35 minutes. Mm. Messi, donc dont Messi touche 7 ballons Oui, c'est et l'impression que j'ai je eue, ne il a suis pas complètement sûr disparu. et j'ai revu, alors ça se finit bien pour lui, il fait des actions décisives, pas de problème. Mais j'ai vu exactement la même attitude, ça m'a qui m'a ra enfin, c'est une attitude qui m'a rappelé le Messi de la défaite 3-0 du PSG au Real, qui au moment il y a un moment où il co tu vois, il porte l'équipe. Mais il y a un moment où il porte l'équipe tout le temps, mais il y a un moment où il disparaît. C'est dans ce moment-là où l'adversaire reprend du poil de la bête et là, Ouais. il disparaît alors que tu aurais besoin de lui. Je ne sais pas si c'est une question physique, si c'est une question mentale. Tu aurais besoin de lui pour garder un peu la balle, pour calmer, pour gratter une faute, surtout que l'arbitre sifflait à peu près toutes les fautes sur Messi, même celles qui n'existaient pas Il sifflait et sur les donc joueurs qui ont joué ou en Liga ou qui jouent encore en Liga, Matteo Lahoz, hein. Faut être clair, il y C'est pas avait pareil, des et hein. d'ailleurs, les Néerlandais ont pété les plombs à un moment du match, avec Ah ouais, les à fautes des simples sifflées, duels de la ouais, tête, après il sifflait même quand il n'y avait pas faute ou obstruction, c'était dingue, hein. voilà, donc ça c'est la première chose, je pense à dire, 7 ballons touchés et encore dans les 7 ballons là, vous voyez, je compte i il le penalty est compté. Donc après, en dehors du penalty, c'est 6 ballons, donc c'est vraiment très, très peu. Hem et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, oui, Paredes fait pas une entrée Paredes normalement, c'est un joueur, mmh, qui est bon dans les grands matchs. Mmh. Qui est bon en Ligue des Champions, qui a souvent été bon avec le PSG en Ligue des Champions, qui est très, très peu régulier, qui a beaucoup de défauts. quand quand il était Heu, titulaire, hein, mais précisons. non, parce qu'il fait des entrées dans le Final 8, de grands Oui, talents. Le mais depuis, il avait fait des entrées assez dramatiques où il entrait avec une gestion des émotions toujours défaillante, je trouve, hein. Alors certes, le Final 8, il voilà et avait été très c'est rigoureux, justement, mais depuis, je trouve qu'à chaque fois qu'il est entré dans des matchs où il y avait besoin qu'il apporte justement son contrôle, sa gestion du tempo, il est passé à côté de ce débat-là, tu vois? j'allais arriver là, mais malgré tout, quand il était titulaire, c'est un joueur assez bon dans ces moments-là. Là, il apporte pas forcément le type d'atmosphère que tu as besoin d'avoir. C'est-à-dire, tu repasses un peu dans un truc émotionnel. Je suis pas sûr que l'Argentine avait besoin de ça. On en a parlé, rappelle-toi les larmes d'Aimar. On a dit que ça pouvait être parfois leur point faible et cetera. Ouais, la En revanche, pression de ouf. sur le coup franc, si Pezzella fait pas sa faute, ou flagrante, c'est Paredes qui obtient la faute. Heu, sur le coup franc qui amène l'égalisation. Donc oui, c'est pas une bonne entrée. Tu trouves qu'il y a Après, il faute va de mettre son Paredes sur, penalty, donc enfin contre Paredes sur sur cette action? Moi oui, je trouve parce ça qu'il met nul. l'épaule devant, OK. et vu qu'il tombe, il va se faire siffler ou au moins, en tout cas, il fait pas faute Parce que et vraiment, Pezzella franchement, fait une faute grave. j'entends et franchement, il y a un petit truc. Alors, c'est pas ce que je préfère faire, donc on se met juste, allez, 2 petites minutes dessus, parce que je trouve quand même que c'est important d'en parler. Nous, on préfère se focaliser sur le jeu, donc je suis pas le mec qui veut toujours être sur l'arbitrage, mais on peut en parler un tout petit peu parce que Lionel Messi a fait une sortie où il lui a chargé dessus, littéralement. Bon, alors que franchement, si on doit être tout à fait honnête, on va dire qu'il y a eu beaucoup de fautes
pro-Argentine, enfin plus en tout cas que de fautes qui étaient peut-être marquantes envers Ah, les ouais, Néerlandais. après, tu Donc vois, il là, aurait c'est le pu sortir ressenti que Van j'ai. Dijk, il le sort pas, tu vois? Donc il a un peu perdu le Ouais. fil, en fait, je pense, Ouais, Laos, ouais, à ouais, un ouais, ouais. certain Mais en moment. tout cas, l'arbitrage a été, je trouve, un peu calamiteux. Léo Messi dit sur Matteo Lao, je ne veux pas parler de l'arbitre parce que vous ne savez pas être honnête. Si vous parlez, ils vous sanctionnent. La FIFA doit y penser. Ils peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour ces cas. Ils peuvent ne pas mettre un arbitre qui n'est pas à la hauteur, en gros. Bon, là, j'ai pris un Mmh. petit C'est pas traduction qu'il est pas à la espagnole. hauteur, c'est que c'est un arbitre très protagoniste. Il y a des arbitres très discrets. On sait que Matteo Laos c'est un arbitre que tu vas voir dans le match. C'est comme ça. Je crois pas moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est un mauvais arbitre parce que c'est un arbitre qui a arbitré des grands matchs, qui arbitre des grands matchs de Ligue des Champions, des finales, qui arbitre souvent le classico. Donc c'est pas, uniquement, parce que je sais pas, parce qu'il a le bon réseau. Je n'y crois pas parce qu'il aurait le bon réseau en fédé espagnol, à la FIFA, enfin ça suffit pas. Et je pense que c'est un bon arbitre. En revanche, c'est vrai que à mon avis, nous trois, on préfère peut-être les arbitres qui sont un peu plus discrets dans le match, un peu plus calmes, un peu moins protagonistes, qui vont moins 15 apparaître à cartons jaunes l'écran. quand même. Hein. 15 Voilà. cartons jaunes. Voilà, lui, c'est un style. Bon, après, c'était un peu chaud aussi le match, mais c'est Oui, vrai que oui, voilà, oui. c'est vraiment un, tu sais, on dit souvent que l'arbitre, il fait partie du match. Alors lui, il veut vraiment montrer qu'il fait partie du match. Juste, pardon, Vas-y. une petite réponse parce que je sais que le gros Casu a posé 2 fois la question sur le chat, il insiste et il demande: «Est-ce que c'est envisageable pour les petits gabarits argentins de pas jouer le premier duel aérien, mais de jouer que les seconds ballons?» Oui, c'est envisageable, mais le problème, c'est que le premier but, c'est un centre et la tête, elle est directement aux cages Bah, c'est et le truc, voilà, ensuite, c'est une fois que envisageable tu quand as tu dit ça défends haut, mais quand tu défends dans ta surface, c'est pas exactement, envisageable. voilà, exactement. Le problème, c'est que si tu joues pas le 1er ballon, tu laisses le receveur être encore plus précis sur sa remise de la tête, soit directement pour marquer, soit si c'est un long ballon pour faire une remise, et là, ça devient hyper risqué parce que ne jouer que le second ballon, si tu es dans ta surface, ça devient, un risque énorme. Ouais. Et toi, Raph, rapido, si genre, t'es d'accord ou t'as pas spécialement de choses à rajouter sur Monsieur Non, non, Matteo non. Laoz. Non, sur la hausse, non, mais sur les seconds ballons, je pense que enfin, je sais les gens qui sur le chat, je pense qu'il y en a pas mal qui ont quand même joué au foot. Après, je sais pas s'ils ont été éducateurs, coach ou à quel niveau ils ont joué, mais défendre des seconds ballons, dans la réalité, c'est très, très difficile. C'est Mmh. extrêmement difficile de défendre du jeu long comme ça quand il y a du nombre et que tu es dominé en plus physiquement. Je pense que on se rend pas forcément compte à quel point ça peut être embêtant. Il y a des équipes qui se sont maintenues pendant des années dans certains championnats en jouant comme ça. Parce que c'est extrêmement difficile et là, quand tu comptes les gabarits qu'il y avait sur le terrain côté néerlandais, tu avais Ouais. Ake qui a un énorme jump, tu avais Van Dijk, tu avais Weghorst, tu avais, Weghorst. De Jong, tu avais Dumfries qui est un joueur de grande taille pour son poste. Il y avait des joueurs, il y avait des joueurs en plus, il y avait des pieds sur le terrain. Tu avais Koopmeiners, tu avais Berghuis, tu avais De Jong, tu vois? C'était très, très compliqué et en fait, en plus, c'est des vagues qui viennent sur toi, des vagues, des vagues, des vagues et si tu arrives pas à ressortir quand le ballon, tu le dégages de ta surface parce que qui, chez les Argentins, pouvait contre-attaquer ou tenir le ballon en dehors de la surface? Messi était le seul, mais comme l'a dit Dan, il était soit dans un pic, physique, un trou physique, soit un trou mental. Ce qui veut dire que c'était quoi les possibilités pour l'Argentine pour garder un peu le ballon quand il le renvoyait? Bah, ça aurait été d'avoir un Mbappé, un Rashford, Ouais. un Vinicius qui en fait va contre-attaquer et menacer l'équipe adverse. Mais ils ont Et pas ce joueur-là. on l'a dit depuis longtemps hein, Oui, que oui, c'est-à-dire que l'Argentine, là avec ouais. ce manque de joueurs, ça risque de lui coûter par moment de ce joueur de course, ce joueur d'appel et compagnie, tu vois. Et Ouais, c'est c'est-à-dire que extrêmement là, ils avaient ni difficile. contre-attaque, ni conservation, en fait. Donc ça peut devenir compliqué à ce moment-là. Mais il faut quand même rendre grâce à Van Gaal qui a pris ses joueurs dans sa liste, qui avait très peu joué. De Jong n'avait pas joué du tout. Weghorst avait un tout petit peu joué, sur le premier match notamment, mais très peu. Mais parce que les Pays-Bas n'avaient pas encore eu, de situation, ils devaient remonter un score. Et Mmh. quand tu vois qu'au final les 2 rentrent, parce qu'avant que Van Dijk, passe devant, il y a quand même les 2 tes 2 pointes, tes 2 tours devant et si tu les as pas dans ta liste, tu t'autorises pas ce changement un peu de foot. Je Mais pense qu'ils ils étaient là que pour ça, hein, dans la liste. ils ont un tir jusqu'à leur entrée, hein. Ils ont un tir du match jusqu'à ce que les 2 entrent. Exactement, Et il est pas cadré le exactement. Ils tir en marquent plus. sur leur deuxième tir d'ailleurs. Je sais Ils même marquent plus ce sur que leur c'est leur deuxième tir. premier tir, tu vois? C'est quand Si, même c'est assez le fou. tir Moi, de j'ai vu Bergwijn, la plutôt frappe croisée du gauche.
Ah oui, pour c'est Ouais, ça, faire quand ils en avaient début, ah en, oui, en début de match, ouais. qui est pas reprise, ouais, qui est pas reprise avec Gakpo qui est à deux doigts, enfin qui était pas très loin. Mais tu sais, au global, moi j'ai quand même envie qu'on discute d'un petit truc. Après, on passera gentiment sur Brésil-Croatie. Ce match est dingue par son scénario. Ce match est dingue parce qu'il s'y est passé. Mais in fine, est-ce que le niveau était pas ouf non plus? C'était pas un match avec un niveau très dingue. On a parlé des joueurs. On a dit que ça faisait très longtemps, quand on comparait les générations, que Argentine, Pays-Bas, un quart, tu regardes la liste des joueurs, il y a peu de top joueurs. Est-ce que malgré le divertissement, ça fait pas un demi-finaliste qui est là, avec une Argentine qui, on l'a dit, à des moments montait un peu en puissance, mais qui au final peut-être un peu pauvre. Vous en pensez quoi, vous? Si, enfin, je laisserai Dan compléter, mais je suis d'accord parce qu'en fait, ces deux équipes ont pas tellement de panoplie offensivement. Elles savent défendre, elles savent comment elles veulent défendre. On l'a dit, c'est un match où il y a eu beaucoup de marquages individuels parce que les deux systèmes se sont calqués. Les seuls joueurs libres, c'était les centraux Van Dijk et Otamendi, et ils ont été très timides, très prudents, donc il y a eu peu de supériorité apportée depuis l'arrière. Et en fait, c'était quasiment que du 1 contre 1. Donc il y a eu peu de joueurs qui ont réussi à se retourner dans du 1 contre 1, qui ont réussi à faire une différence, à part Messi. Il y a Frenkie de Jong qui a perdu très peu de ballons, mais qui a été aussi, lui, pendant 45-60 minutes dans un registre de contrôle, Ouais, de prévention un des peu neutre. contre-attaques, plus que de jeu offensif, tu vois. Et ouais, c'est pour ça que collectivement ça paraît faiblard, c'est parce qu'en fait le niveau des joueurs est juste moyen. On est en quart de finale de coupe du monde et quand tu regardes ce que les joueurs peuvent faire sur un terrain ensemble, avec en plus le peu de temps de préparation qui fait que le collectif peut pas être sublimé par du travail de l'entraîneur, d'un staff qui aurait pu faire comme Conte à l'Euro 2016, qui avait des joueurs très moyens mais qui avait préparé, un projet de jeu très clair et qui fonctionnait très bien avec des joueurs moyens. Je vous rappelle que l'attaque de l'Italie en 2016, c'était Graziano Pelé et Eder qui étaient remplaçants à l'Inter. Et cette équipe avait dominé l'Espagne et rivalisé avec l'Allemagne. Ils avaient fait quelque chose Attends, d'incroyable. Et ils monsieur, avaient tu écrasé. Et ils critiquerais avaient- le niveau de Simone Zaza? Ouais, j'ai vu son tir au but qui passe largement au-dessus. Ouais. Et vu comment il s'était échauffé, j'étais surpris qu'il rentre parce qu'on aurait dit vraiment un échauffement d'Atem Ben Arfa. Mais non, non, c'était une équipe incroyable, cette Italie 2016. Mais tu ne peux pas, avec le temps de préparation que tu as là, avoir une équipe pareille en fait. Et d'ailleurs, on a vu offensivement, il y a beaucoup de matchs où les équipes ont peu d'idées. Elles ont du mal à se créer des choses. Elles sont bloquées par le niveau individuel des joueurs. Et je pense que ça a joué dans ce niveau de match assez moyen, même si le scénario le rend génial à la fin. Très Oui, bien. voilà, Dan, parce tu que es d'accord avec je ça? lis sur le chat. Ouais, je suis d'accord avec Raph. Je lis sur le chat, c'était une purge. Non, quand il y a un tel scénario, quand tu as vu Non, des tels gestes, c'est-à-dire la passe de Messi, le scénario et le coup franc la dernière minute. Enfin, les gars, les 20 dernières minutes vous hyper vous en rendez haletantes pas avec compte, les mais c'est un Pays-Bas match qui dont vous, poussent et tout. Ouais. voilà, c'est un match dont vous allez vous souvenir dans 10 ans. Pour ceux qui l'ont vu sur le chat, même si, même ceux qui disent que c'est une purge, à Bianconero. En plus, Bianconero, en termes de purge, ces derniers temps, je dis ça, j'ai plutôt de l'affection pour Allegri, mais ça va, tu vois, tu as connu pire à mon avis. Dernière chose, oui, justement, je suis d'accord avec Raph. Les Pays-Bas, à partir du moment où l'Argentine a très bien bloqué Dumfries par ce mécanisme-là de Acuna qui pouvait le gérer sans comment dire, sans trop ouvrir l'espace à l'intérieur de lui. Parce que souvent, en fait, l'une des forces des Pays-Bas, c'était quoi sur la compétition? C'était que si tu ouvrais sur Dumfries pour aller défendre sur lui, tu avais Gakpo qui pouvait plonger aussi. C'est-à-dire que tu Ouais. avais deux plongeurs de profondeur dans la même zone, tu vois, qui aimaient, enfin, dans la même zone, je veux dire, dans la même partie de terrain plutôt. Et là, justement, le plan de l'Argentine aussi a, a cadenassé l'idée offensive principale des Pays-Bas. Et donc, après, il restait à bien gérer De Jong. Et comme De Jong, c'est le mec surtout qui va initier le premier décalage, mais pas être dans les 30 derniers mètres dans cette équipe-là, et ben, ça donne quelque chose, oui, parfois, qui donne l'impression, et à juste titre, d'un manque de talent. Mm. C'est vrai, ça. Et qu'en plus, les deux milieux qui, je trouvais, avaient des sortes d'individuels, comme on a dit, des 1 contre 1 en première mi-temps. Bah écoutez, moi je trouve qu'on a un petit peu débriefé correctement ce match. Alors, j'aimerais bien parler de la séance de penalty avec Emiliano Martinez et son Airbnb dans la tête des tireurs, la crainte qu'il leur inspire. J'aimerais bien également parler d'un truc, mais donc du coup, on va le réserver pour le match d'après, avec Messi, premier tireur argentin qui y va avec un penalty je vais le dire, un penalty de patron quand il tire et que derrière il met les yeux vers ses fans et qui bombe un petit peu, il met une confiance énorme, je trouve, tu vois. Et c'est ce qu'on a pu critiquer
pour le Brésil, ce qui nous appelle nécessairement à ce Brésil-Croatie. Et un Ah, parce que vous Brésil-Croatie, allez être, ah d'accord, je vois venir le truc, Neymar, 5e tireur, ouais, je veux Sarah qu'on en OK, discute OK, je après. vois. Je veux qu'on en OK. discute après. C'est intéressant. C'est un peu un débat. J'ai vu Mais Raphaël qui a tweeté c'est dessus. pas, Il non, est mais c'est d'accord pas avec ça, forcément mais contre Neymar, hein. Moi, c'est non, pas non, contre non, c'est pas Neymar. contre Neymar. Ouais, c'est pas du tout contre lui. C'est contre toutes ces équipes qui font ce choix-là, parce qu'il faut se rappeler de l'Égypte à la CAN, où c'était pareil, hein. Ah ouais, Donc, ouais, 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 franchement, pour moi, moi, c'est Ouais, beh, extrêmement si on risqué. embraye, alors embrayons. Sadio Mané a marqué le dernier but en finale de la CAN, donc le Ah ouais. Sénégal avait tort aussi de Oui, le faire oui, tirer là. ce qui a En fait, empêché si tu Mohamed veux, Salah de le tirer. Mais je dis pas que le Sénégal avait raison. Moi, je trouve que ton meilleur tireur, faut que tu sois sûr qu'il tire. Et il y a quand même une bonne partie des séances de tir au but qui ne vont pas jusqu'au cinquième. ouais. Donc, Oh, sinon, on peut il se faut qu'il rappeler de soit dans les quatre CR7, même premiers. CR7 en 2016, Drogba en 2012. Il y en a des exemples où le gros tireur est cinquième et où ça peut passer. En fait, la question n'est pas étant que ça peut pas passer. Ça peut passer. Et ça passe souvent, même si le dernier tireur arrive à tirer. Le souci étant que, bah, du coup, il y a plein de moments où il n'aura pas. Après, il y a une nuance, c'est qu'à la différence de Neymar, Messi n'est pas forcément un excellent tireur de tir au but ou de Il penalty, est hein. vrai. Il est vrai. Mais Neymar est, c'est le leader. C'est le capitaine, c'est le Neymar est le leader. Donc, meilleur du monde. Neymar est le meilleur du monde, Messi ne l'est pas. Mais bon, moi je trouve ça dommage d'avoir un super tireur et qui participe pas à ta séance de tir au but. Oui, mais Enfin, ça oui, c'est mais tout. ça, dans ce cas-là, Et tu le fais tirer tout le statistiquement, temps en ça premier. n'a pas de sens. Non, mais tu le fais. Bah, Dans regarde, ce cas-là, Modric tu a le fais tiré. tirer tout le temps en Moi, premier parce que moi, je- pourquoi? Non, mais parce qu'on n'a pas dit aussi pourquoi il tire en dernier. Pourquoi les gros joueurs souvent ils tirent en dernier bah, il l'a dit, au-delà du Tite. côté Il l'a dit. décisif? Parce que c'est le péno avec le plus de pression potentiellement, ça c'est le plus souvent le péno de la gagne. Ouais, mais Donc c'est pas forcément. Je suis même pas sûr que ce soit plus souvent le péno de la gagne, le cinquième. Quand tu vois le nombre de séances depuis le début de cette Coupe du Monde où c'est pas allé jusqu'au cinquième, tu vois, on a oui, eu mais il y a trop combien peu, de séances de tir au l'échantillon est but sont trop allées faible jusqu'au Raphaël cinquième? pour tirer Oui, un mais enseignement là. franchement, tu fais moi, beaucoup de personnellement, séances. vas-y. Non, mais tu fais beaucoup de séances, tu te rends compte que sur les cinquièmes, ça arrive assez régulièrement que le cinquième ne tire pas. Qu'il suffit d'un échec ou deux dans les 4 premiers et le cinquième il tire pas. Surtout quand c'est pas ton équipe qui tire en premier. Alors ça, c'est encore plus grave parce que là, à la OK, mais limite, le maintenant Brésil tirait en premier. Moi, je je vous retiens pose une autre aussi les question à tous les 2. enseignements. Attends, regarde, je retiens les Vas-y, enseignements vas-y. de monsieur, et c'est pas pour faire dans l'argument d'autorité, mais monsieur Marcelo Lippi, qui, sur la séance de tir au but France-Italie 2006, j'ai toujours été convaincu que les meilleurs tireurs de penalty doivent tirer les premiers. Plus tu en marques, plus tu avances, et mieux c'est. Et c'est un peu la logique que je me fais également, c'est que je trouve trop bête entre guillemets d'avoir cette, enfin pas bête mais dommage d'avoir cette possibilité de ne pas avoir tes meilleurs tireurs qui peuvent s'exprimer, alors que on le sait, si tu as tes 2, 3, 4 premiers tireurs qui mènent au fur et à mesure la danse, ça met beaucoup de pression sur l'équipe adverse parce que les pénaltys sont plus souvent Ah, marqués, et ça met en confiance aussi ceux d'après, tu vois, même OK, mais s'ils je vous arrivent pose aussi une avec une pression question. pendant la plupart, mais je vois ce que tu veux dire. À tous les 2, je vous pose une question. Si ton meilleur tireur, ton leader rate au début, Ah oui, oui, non, mais ça, est-ce mais que c'est plus qui que ce grave que soit qui si rate un au autre début, tu joueur vois. rate, Bah, psychologiquement? non, mais moi, je veux juste qu'il tire. Je veux qu'il participe à la séance de tir au but. Si je sors d'une séance de tir au but où mon meilleur tireur a pas tiré, je m'en voudrais toute ma vie. Après, qu'il tire en premier, deuxième, troisième, quatrième, à la limite, enfin, je laisse décider lui, tu vois. Mais il faut qu'il tire. C'est pas possible qu'à un moment il tire pas. Là, ouais, je suis t'as d'accord. perdu une séance de tir au but, le meilleur tir du monde n'a pas tiré. Tu Oui, tu vois le D'accord? d'accord, mais niveau si de même déchet, si alors que Raphaël, même s'il tire et s'il qu'il avait marque, tu tiré es dur. éliminé quand même. Mais non, Parce qu'il faut ouais, que mais tu peux d'autres pas marquent refaire, aussi. mais tu peux pas refaire le Le scénario reste en de la disant séance, on même sait pas. s'il marque et en regardant les tirs au but ratés des autres. Après, il y a un Non, autre mais problème, la après, il y a un question, autre c'est de problème, c'est les savoir zones des pourquoi il tireurs, tire c'est à les la zones fin. des frappeurs. Mais il tire pas puisqu'il a pas tiré. La ques Moi, Oui, c'est mais ça la qui me question dérange. oui, mais la question est de savoir pourquoi il est mis à la fin, et je vous dis aussi, il y a aussi à prendre en compte, au-delà du côté décisif, il y a aussi en prendre en compte le fait que si ton grand leader se loupe, par exemple, si Messi là, il loupe le premier péno, c'est un énorme risque de l'avoir fait tirer Oui, aussitôt mais parce alors qu'il là, mais à plombe ce tout le moment-là, monde. c'est pas ton leader. Si tu pars sur un scénario où tu peux pas faire confiance à ton leader, Mais je te autant dis qu'il tire pas pareil, du si tu tout. pars sur un scénario et si tu pars sur un scénario où en fait, tu Bah, en gros, bah, tu vas pas j'ai assez plus bien les peur tirer que, pour aller attends, moi, j'ai laisse-moi le plus bout. peur que Si tu pars sur Marquinhos un et Rodrigo scénario où ratent, tu vas mais pas si tu pars sur un scénario où tu vas pas assez bien les tirer et ton équipe ne va même pas aller au cinquième, c'est aussi un aveu de faiblesse. Donc tu peux aussi il y a tout un tas de manières de prendre le truc, et j'imagine que Tite a réfléchi à ça aussi, tu vois? Parce que si tu commences à dire: «Attendez les gars, on va pas mettre Neymar cinquième parce que peut-être qu'il va pas tirer», c'est à sous-entendu peut-être que vous les autres, vous allez rater.
quel message t'envoies aussi, tu vois? Alors Ouais, là, évidemment, mais à ils ce perdent, moment-là, donc ouais, on a mais l'air con j'ai je l'air con, moi, à dire ça, mais il mais faut je peux te faire une réfléchir en autre amont. réflexion. Je peux te faire une autre réflexion où je vais dire: «Bah, non, c'est pas Messi qui va tirer ce coup franc parce qu'on sait qu'on en aura d'autres dans le match, donc si on le fait tirer un autre, ça montre qu'on a Non, non, ça a confiance». rien à voir parce que Non, mais Dan, l'impact de tu la comprends ce que je faiblesse, veux il peut dire. tous les tirer. Non, mais tu L'impact comprends du ce que je veux raté dire. d'un coup franc, c'est pas le Mais, même. mais le, mais le Ah, moi, je truc, suis c'est que d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, en fait, après, genre, c'est-à-dire que c'est une possibilité, comme tout reality, de réussir ou de rater, mais déjà, elle est plus basse avec tes meilleurs tireurs, à mon sens, déjà. Et ensuite, au-delà d'être plus basse, pour moi, elle a un impact plus positif sur la suite de la séance, alors que si t'envoies des mecs moins à l'aise, en plus de perdre la chance d'avoir un de tes meilleurs qui tire, bah, franchement, t'as plus de chances de foutre tout le reste de la séance au fond. Je crois que statistiquement, t'as 80% des séances de pénalty qui sont ratées quand le premier tireur rate, tu si vois. tu as Donc, pour l'occasion, moi, il si y tu as une grande a chance, si tu as une grande chance de mener dans ta séance de tir au but, il faut que tu la prennes. C'est tout. ouais, Et en plus, pareil. le Brésil a la chance de tirer en premier sur cette séance. C'est Et, déjà un et, et, avantage statistiquement de et tirer en surtout, moi, premier. de tête, quand j'étais gamin, il me semble que très souvent, alors là c'est vraiment du deux têtes, mais les grands joueurs dans les grosses sélections tiraient très souvent en premier ou dans les deux, trois premiers et moins en cinquième. J'ai l'impression que c'est une traîne qui s'est développée de tirer cinquième pour aussi avoir un peu cet effet de sauveur. Voilà. Un effet un peu de sauveur comme, bah, comme j'ai dit, CR7 2016, Drogba 2012 et tout, tu vois, le meilleur qui arrive et qui Mais, termine non, la mais danse. J'ai l'impression que pour, beaucoup de joueurs ont ça un peu dans un coin de leur tête au moment aussi d'aller le prendre, quoi, et que ça a un impact. pour, Voilà, pour compléter, surtout la plupart des tirs au but qu'on a vus, ils sont toujours qui ont été arrêtés ou qui ont été ratés en frappant sur le poteau, ils ont toujours été tirés à la même hauteur, c'est-à-dire à hauteur de bras du gardien. Et depuis le début de la compétition, je pense qu'il y a. Mais moi, depuis des années, c'est un peu une de mes batailles. Je pense qu'il n'y a pas assez de joueurs qui tirent dans la moitié supérieure du but. Alors oui, c'est risqué parce que si tu tires au-dessus, tu passes pour un idiot. Et on s'en rappelle par exemple de Sergio Ramos contre le Bayern en 2012, qui frappe au-dessus et qui se fait chambrer pendant des années. Mais il y a eu la plupart des tirs au but ont été tirés dans les zones en gros mi-hauteur, hauteur bras du gardien, comme ceux-là que Martinez a arrêtés. Et les tirs au but qui en général été tirés soit au milieu dans la moitié supérieure ou soit sur les côtés dans la moitié supérieure, comme le premier de Messi, dans le match, dans le temps réglementaire, je veux dire, ont tous été réussis. C'est pour ça que là, sur l'ordre des tireurs, on peut débattre et tout ça. Mais sur les zones, comme celui de Van Dijk, hein, Van Dijk, il est raté dans la même zone que le deuxième qui rate, c'est Berghuis, je crois. Il y Mmh. en a un côté gauche, un côté droit, mais c'est à peu près la même hauteur. Ouais. Et la Croatie a beaucoup mieux géré ça pour rejoindre un peu le match Brésil-Croatie. D'ailleurs, on va parler Et du coup de Brésil-Croatie, sauf si tu voulais rajouter un dernier truc, Dan, après on va pas s'éterniser à non, non, Milan. c'est aussi sur Brésil-Croatie, mais la Croatie a tiré en premier sur Ah pardon, oui, bah, tu vois? sur Ah, excuse-moi, Brésil-Croatie. je Et confondais les je matchs. dis juste à ceux là, on donne nos avis et il y a des arguments Oh, des on 2 discute au côtés. calme, on discute Ouais, foot, ouais. tranquille. Non, mais dis juste que sur le chat, je vois des gens qui disent: «Non, mais c'est stupide de pas faire ci et ça». Chacun à sa place, nous y compris. Personne n'évolue dans les mêmes hauteurs que les sélectionneurs qui font ces choix, Donc qui oui. parfois doivent trancher avec tout un tas de paramètres, qu'on ignore. Donc évidemment, après il y a des choses même les coachs entre eux sont pas d'accord. Mais il y a rien de stupide dans les choix de Tite ou dans les choix de Zlatko Dalic ou, Mmh. allons-y tranquille les gars sur le côté: «Ah non mais ce coach est stupide» ou «Il a rien compris» ou machin. C'est pas trop comprendre les hauteurs auxquelles tout ça se joue. Voilà, Ouais, je vas-y suis Zach. d'accord. Alors du coup, parlons un peu de Croatie-Brésil. Un match, alors je vais pas retourner ma veste, je l'avais dit je crois ici, je voyais pas les Croates déranger de ouf les Brésiliens, je ne l'imaginais pas, pour une simple et bonne raison. On avait trouvé des Brésiliens relativement efficaces défensivement, même si on avait déjà dit que notamment leur défense centrale n'était peut-être pas la plus impériale, même si sur les individualités, même si collectivement ils avaient réussi à défensivement encaisser très peu d'occasions, même s'ils n'avaient pas joué les plus grosses attaques du tournoi. Donc déjà ça. Et offensivement, bah, l'Armada, c'était intéressant. Ils ont eu des combinaisons vraiment bonnes face à la Corée du Sud, même si ça reste que la Corée du Sud, bien évidemment, pas besoin de le rappeler. Et donc du coup, moi, je m'attendais à un match où je voyais des offensifs croates pas assez bons pour inquiéter et par contre le reste qui pouvait tenir. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Match énorme du milieu croate, j'ai trouvé. Brozovic, Modric, Kovacic qui ont vraiment
beaucoup, je trouve, frustré les Brésiliens par leur conservation de balles, par leur capacité à tenir un pressing. Je trouve que Kovacic fait un match XXL. On parle beaucoup de Modric, à juste titre. Je trouve que Kovacic fait un match XXL. J'ai trop match, bien évidemment, XXL de Livakovic. Bon match aussi en individuel de beaucoup de défenseurs croates. Gvardiol, Lovren aussi, au courage, Juranovic. Mais après, je trouve qu'individuellement, ils ont eu du mal à combler certains espaces, ce qui a donné quand même beaucoup d'occasions pour les Brésiliens, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, je note quand même que sur l'espace entre le latéral et le central, enfin, sur ce genre de demi-espace, il y a eu quand même à plusieurs reprises des situations où un Neymar ou autre a pu s'engouffrer pour essayer d'arriver face à Livakovic, qui sortait très vite, très souvent, ce qui comblait l'angle. Donc, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand on en parlait dans une autre émission, j'ai dit, je vais être critique des Brésiliens, mais j'oublie pas quand même qu'à un moment, ils ont 9 tirs, 6 ou 7 cadrés. Les Croates n'en ont pas cadré un. Et s'il y a une seule des occasions des Brésiliens qui passe, on ne tient pas les mêmes discours sur le film du match. Alors que sensiblement, ça tenait à pas grand chose. Si Neymar, au lieu de tirer, la remet à Vini qui arrive, si Neymar croise peut-être un petit peu mieux sur certaines de ses occasions, si, bon, voilà, avec les si, je pense que nos discours changeraient complètement. Donc je pense pas que le Brésil fait un match non plus complètement naze. Par contre, je trouve que dans le contrôle, ils ont été bien, les Croates. Et je trouve également que les Brésiliens, dans l'attitude, dans le mental, sont un petit peu affaissés au fur et à mesure du match. J'ai eu le sentiment de le ressentir un petit peu plus agressif, un petit peu moins dedans, là où les Croates ont eu des entrées qui ont réussi à leur faire du bien jusqu'à, au final, l'égalisation de Petkovic. Petkovic qui a aussi fait un geste absolument malade, là, un petit peu plus tôt dans le match. Donc, franchement, ouais, effectivement, je trouve que ça a été un match archi intéressant, mais des Brésiliens qui ont quand même déçu, notamment au milieu. Voilà, j'ai trouvé leur milieu très décevant, avec Écoute, peu d'impact. Zach, je suis content que tu dises ça sur le Brésil parce Ouais. que, ok, ils sont éliminés, mais je trouve que si on dit que la Croatie est une grande équipe, et ça l'est, c'est une équipe hyper chiante à jouer, pas parce que c'est une Qui faisait équipe pas qui un mondial de défend, ouf jusque-là, d'ailleurs, hein. mais parce qu'ils contrôlent, ils ont une technique à un haut niveau, et bon, on développera leur plan, mais la qualité de son milieu, tu en as parlé. Mais si on dit que la Croatie, c'est une très bonne équipe, c'est une grande équipe, c'est le vice-champion du monde en titre. Le Brésil fait un très bon match. Je suis désolé. Ils font une erreur à la fin, mais ils font un très bon match. La Croatie, jusqu'au but, ne cadre pas une frappe, a quasi pas d'occasion. Alors, je sais que le Brésil est favori sur le coup, et c'est normal. On s'attend avant le match à ce que le Brésil ait plus d'occasions. Livakovic est en feu. Ils arrivent au final à marquer parce que ça pousse, malgré tout, ça pousse, ça pousse. Et l'entrée de Rodrigo apporte beaucoup de choses. On parlera aussi, je pense, de la rigidité du positionnement offensif des Brésiliens qui vole un peu en éclats avec l'entrée de Rodrigo. Et ça fait beaucoup de bien au Brésil, notamment sur le but. Donc, des 4 équipes qu'on a vues aujourd'hui, sans rentrer dans la provoque, le Brésil est la meilleure équipe, je pense. Après voilà, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de manque, ça ne veut pas dire que mentalement, sur les pénaltys, ils ne se sont pas loupés, il y a plein de choses à dire. Mais ils font un très bon match et la fin, elle est miraculeuse. Excusez-moi, qui s'est dit à la 115e, la Croatie va égaliser? Franchement. Vraiment, vraiment, moi, je Tu mises pas l'espérais tu de mises tout pas un mon centime cœur. sur ça. Oui, Je tu l'espérais de l'espères, tout mais mon tu cœur, mises un mais non, centime. non, non, non. Voilà. Le Brésil était archi solide et donc voilà. Après ça empêche pas, ça enlève pas le grand match de la Croatie, mais c'est parce que la Croatie est une très bonne équipe que je dis ça aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Raph? J'aimerais bien ton avis. Je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as dit et quand on avait dit que l'Allemagne avait fait un mondial pas si mal, qu'on avait pris du plaisir devant eux, qu'ils avaient été très peu chanceux et manqué de réussite, en fait, on peut pas dire le Sauf qu'ils contraire du concédaient Brésil là, beaucoup tu plus vois? d'occasions que le Voilà. Brésil pour le coup, Oui, oui, non, en mais plus. c'est pour parler du manque des Ouais. réussites sur ce match-là, le Brésil doit passer et mettre ses occasions et il y aurait pas trop débat, ils auraient gagné 2-0 et on aurait dit: «Belle équipe, c'est encore solide, ça va être dur à prendre». Après, je trouve que par rapport à ce qu'on imaginait et on a réfléchi ensemble à la preview du match et aux clés tactiques d'Anne, ce qu'on imaginait que le Brésil pourrait faire contre une équipe comme la Croatie, je trouve qu'ils ont presque trop laissé respirer les Croates et notamment avec le 3 contre 2 des Croates au milieu de terrain que le Brésil a jamais su résoudre
Et ça, je trouve Ouais. que c'est quand même un gros problème dans le match. Ça a pas mené à des occasions croates, parce que la Croatie est trop pauvre devant. C'est-à-dire qu'ils ont, tu vois, quand on parlait de manque de talent offensif, Zach, pour les autres nations, bah, la Ouais, pour le Croatie, coup, là, ils ont c'est dur, hein. Oh là là, pour marquer un but, On taille pas c'est Perisic, Kramaric et tout, hein, c'est pas des joueurs de merde, hein, mais ouais, quand Petkovic, il a calé un petit pont, je sais plus si c'est à Marquinhos ou à Thiago Silva, tu oui. l'impression qu'il était surpris. Il se disait: «Ah mais, je pensais pas arriver jusque là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais pas frapper quand même?» Et non, mais il y a un vrai problème sur le talent offensif. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu des séquences, notamment en première dan, où le Croatie arrivait à sortir du contre-pressing, ils installaient des temps de possession. Modric, Complètement, Kovacic, ils font un Brozovic, grand match. ça faisait des passes, ça arrivait à souffler et je pense que le Brésil aurait pas dû laisser souffler. C'est-à-dire moi je trouve qu'il y a pas eu assez de moments, notamment sur les 45 premières, un petit peu plus après, où le Brésil, pendant 10-12 minutes, les a éteints et étouffés, tu vois? Comme ils ont fait contre d'autres équipes. Comme la Mais Croatie a pour moi, réussi ils à ont un peu essayé, ils sortir se de sont son camp. frustrés. Ouais, mais parce qu'ils étaient en 2 contre 1 au milieu de terrain et vu que Neymar pouvait pas courir, je pense. Il était, je sais pas à combien de pourcents il était, mais il était loin de son max. Richarlison sortait sur le central, mais il était tout seul. Et tu avais Paqueta et Casemiro qui étaient en 2 contre 3 à l'intérieur. Donc en plus, tu es en 2 contre 3 contre des joueurs qui techniquement sont meilleurs que toi. Donc c'est Mm. dur en fait de défendre en 2 contre 3 contre des gars qui techniquement sont trop sûrs d'eux. Et je trouve qu'ils ont jamais trop corrigé ça. Ouais. Ils ont jamais embêté Modric, Kovacic, Brozovic assez, et ils prennent un but. Alors il y a la fin, il y a le début du but, mais ils prennent un but où c'est encore Modric qui, à un moment, sur une séquence de transition, est libre et peut faire une passe vers l'avant. Et il fait Le un truc, moment, c'est tu vois, quand que tu, quand tu, en te- plus quand de ce tu que t'exposes dira à ces joueurs-là, tu peux être puni par des injustices comme ce match-là où c'est injuste pour le Brésil parce qu'il crée beaucoup plus que la Croatie. Mais le football, c'est un sport de moment. Et on l'a vu avec PSG Real la saison dernière. Le football, c'est un sport de moment. C'est pas un sport où il y a beaucoup de points, beaucoup de scores. Donc tu payes des moments et tu sanctionnes sur des moments. d'ailleurs sur ce moment-là, peut-être qu'on reviendra sur le but, mais juste pour prolonger ce qu'on disait sur le milieu, la qualité du match, tu as aussi Modric qui en plus évolue dans la zone la plus «faible» entre guillemets du Brésil, qui est la zone, heu, Neymar, Vinicius quand ils ont le ballon, après ils se replient en 4-4-2, on l'a dit. Mais donc en gros, souvent la Croatie résister au contre-pressing, parce que le contre-pressing était quand même assez fort, on en a parlé du Brésil, Oui. c'était assez intense. Leur qualité technique, y répondait et aussi ils trouvaient systématiquement, Djuranovic. Pourquoi? Parce que lui, il prenait tu vois, il prenait le dos de Vinicius. Djuranovic, donc l'arrière droit, il prenait le dos de Vinicius systématiquement au départ des actions, dès la récupération des Croates. Parce que cette zone-là, c'est la zone, on va dire, la moins forte, la plus forte du Brésil avec le ballon et la moins forte sans ballon. Parce que c'est là où il y a Neymar et Vinicius. Et donc, vu qu'en plus, tu avais Pasalic pour, disons, un milieu supplémentaire pour travailler dans cette zone et que Danilo, l'arrière gauche, était très, très neutre avec le ballon quand il rentrait à l'intérieur. Donc, du coup, quand même, les Croates arrivaient à peu près tenir cette zone-là du terrain et Oui. surtout l'attaquer très fort à la récupération. C'est pour ça qu'on a beaucoup vu Juranovic, l'arrière droit. On l'a vu très, très bon, on l'a vu remonter le terrain parce que il fallait ensuite que le Brésil bascule pour couvrir Vinicius qui n'avait pas encore eu le temps de se replier. Quand Mais l'équipe était repliée, c'était un peu mieux c'est là et que je les ai trouvés finalement dans la surface. décevants, tu vois? C'est là que je les ai trouvés le plus décevants, sur ce contre-pressing qui a été beaucoup moins bon, je trouve, que sur, de toute façon, c'était l'enjeu du match contre ce milieu-là, tu vois? Et c'est dur contre ce milieu-là d'avoir un contre-pressing efficace. Mais c'est là Bah, que je les ai tu as trouvés le le plus Bah milieu, tu ouais. as en Gvardiol, difficulté, tu as hein. Ouais. Lovren qui fait un bon match, tu as Sosa Mm. finalement en fait, tu as Sosa et Gvardiol dans la ligne arrière qui sont quand même des joueurs habiles. En tout cas, aujourd'hui, ils étaient bons. Tu as les 3 milieux dont on a parlé et tu peux aller renverser sur Juranovic qui a quand même les cannes et une grande explosivité, une grande fréquence d'appui et tu Ouais. peux jouer sur Mais Perisic qui peut dribbler. Donc c'est dur à contrepresser cette mais équipe mais et est-ce moi je mais trouve est-ce que que le tu aurais Brésil en implication, ils l'ont fait. Mais est-ce que tu aurais pas pu être encore plus agressif plus haut? Parce que la Croatie n'a pas de menace en contre-attaque, tu vois? Alors certes, ils ont un mec qui court vite, mais Juranovic va pas remonter tout le terrain pour centrer pour Perisic à l'opposé. Donc je Ouais. sais Mais ils l'ont pas, fait, mais ils l'ont tellement fait que Thiago Silva fait l'erreur de continuer de le faire sur le but et au lieu de reculer sur le but ouais. de la fin de match, il va chercher à la médiane, il va chercher le joueur pour contrepresser de manière agressive alors que c'est plus vraiment le moment et tu peux faire le choix, Après à ce après tu moment-là de reculer.
Et Alors c'est qu'on lui Bah, déjà reproche justement ça. très souvent de reculer, intéressant. c'est ce qu'on lui a reproché. Après, tu as 5 ou 6 joueurs devant le ballon à la 117e, tu vois? Il y a beaucoup d'erreurs sur cette action, mais C'est ce c'est que un sport de c'est ce que moment, c'est j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on a beaucoup parlé des équipes qui reculent quand elles marquent un but ou autre. On avait également noté ça, si vous en rappelez, face à la Suisse, non, face à la Serbie, ou il me semble que les deux d'ailleurs, mais que non, bah, face à la Serbie, c'était, mais que le Brésil, après avoir marqué son premier but, était limite allé encore plus haut. Était limite reparti, avait pressé encore plus agressivement. On l'avait déjà vu en poule, et on l'a revu ce soir. Ouais, Oui, ouais, mais sur cette action, non. C'est ça qui est marrant, c'est que sur cette action, ils veulent marquer le 2-0, il y a Fred qui se projette. C'est une action Mm. curieuse, à ce moment-là du match, alors que la Croatie a plus rien dans les jambes en plus quasiment oui, ils font et plus ils ont rien. Petkovic est pas bon à part sa crise de technicité là quand il fait un double contact exceptionnel dans la surface, mais sinon J'ai vu c'est ça, encore une j'étais. entrée difficile. Heu et sur ce moment-là, oui, c'est-à-dire tu as Fred qui se projette, tu as les attaquants qui se replient pas. Mais tu vois, on nous dit, le Brésil n'assume pas le déséquilibre, mais je suis désolé, on a eu l'impression et c'est vrai que la Croatie a eu des longs moments de possession, c'est vrai, mais ils n'ont pas eu d'occasion et c'est quand Ça a même le donné rien, Brésil. ça a rien donné, Le ça a été du Brésil a fait un contrôle qui a match permis de les protéger, mais c'est tout. le le Brésil a fait un match où il ne concède pas d'occasion, il en obtient et tu es en quart de finale de coupe du monde, globalement, c'est un match c'est-à-dire que réussi. C'est pour ça que je dis Ouais, que c'est un match réussi. en je plus, suis tu peux d'accord. pas tout expliquer tactiquement, tu vois? Toutes les défaites ne sont pas liées à une mauvaise perf tactique ou une mauvaise perf collective. Ouais. Parfois, il y a des tu pas été efficace, l'autre a été efficace, tu t'es trompé sur un moment et après les tirs au but, tu passes à côté. Mais Tu sais que le résumé que tu viens de faire sur le Brésil a pas encaissé beaucoup d'occasions et on a eu quand même beaucoup et pas marqué et a encaissé sur très peu. Bah ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, tu viens de résumer en quelques mots l'impression que et j'avais. C'est pour ça que j'avais dit le résultat donne raison aux Croates. Certes, il y a des choses critiquables dans le match du Brésil, notamment au milieu, je trouve, mais peut-être même dans les attitudes à des moments. En seconde mi-temps, avec l'entrée d'Anthony, qui je trouve n'était pas mauvaise footballistiquement parlant, mais dans les attitudes a un peu réveillé, je dirais, les Croates, ou frustré certains, bref. Et mais après, quand on prend le but de certaines équipes tactiquement, bah, avoir des occasions en encaisser peu, bah, effectivement, c'était ça. mais Le tu vois, Brésil n'a pas réussi à, tu vois, cadrer les quelques occasions qu'il y a eu, quoi. Enfin, cadrer à marquer. tu vois, c'est une perf très différente de l'Espagne, où l'Espagne vraiment offensivement n'a quasiment rien créé. L'Espagne, c'est Mm. 13 tirs contre le Maroc en 120 minutes et ils ont pas une grosse occasion, peut-être à part Sarabia la dernière et je sais même pas si elle a été comptabilisée parce qu'il y a peut-être hors-jeu sur l'action. Là, le Brésil a eu beaucoup de grosses occasions et on a dit tout ce qui a été, un peu mauvais et ce qu'a bien fait la Croatie. Mais quand le Brésil a réussi à combiner à l'intérieur, à s'appuyer sur Richarlison Voilà. et notamment avec le but de Neymar qui vient d'une action où ça combine 2 fois à l'intérieur, là, on a retrouvé le Brésil qui nous avait plu contre la Suisse, qui nous avait plu contre la Corée du Sud et qui était capable de changer de rythme dans des tout petits espaces. Et ça, pour l'instant, depuis le début du mondial, il n'y a que eux qui savent le faire, hein. Il n'y a aucune autre équipe qui a réussi à combiner à l'intérieur et créer du rythme. Bon, là, ils sont sortis, donc je pense que tout le monde est très content dans cette partie de tableau et même dans l'autre de voir qu'ils sont sortis. Parce que faut pas se leurrer et se dire ah, mais la Croatie a battu le Brésil, tout le monde a peur de la Croatie. C'est pas vrai. Maintenant, les gens se disent ah, c'est la Croatie, tant mieux, parce que Mmh. ça va être plus abordable. Mais il y a eu des bonnes choses et c'est dommage, par exemple, qu'un joueur comme Vinicius n'ait pas encore la qualité de s'appuyer et de savoir frapper ensuite. Parce que s'il a ça, il y a une occasion avec Richarlison où il s'appuie, Mmh. il reçoit un ballon dans une position idéale. Et la différence entre lui et Mbappé, par exemple, c'est que Mbappé, sur des actions comme ça frappe, C'est but. ça vise une zone, c'est fort. Alors, est-ce que c'est but? Pas toujours, mais en tout cas, ça frappe. Et Vinicius, je sais même pas s'il la cadre, je sais plus où elle part, il rate complètement sa frappe, je crois. Et sa technique de frappe l'empêche pour l'instant, je trouve, d'être le très grand joueur qu'il devrait être. C'est un grand joueur, mais ça lui On nous manque dit là, et d'autres joueurs ont ce problème-là. Poliox, tu me dis Brésil, c'est 2,6 expected goals en 120 minutes, c'est trop peu. Ah non, 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 c'est vraiment beaucoup. La C'est Pour pas gagner, Croatie en pour, face, grave, c'est mon pote. 0,6 en quart de. Alors, la Croatie en face, c'est 0,6, 2,6 sur un match avec des prolongations, c'est énorme justement. Et justement, parce que le Brésil peut avoir présenté par le passé certaines fragilités mentales, l'idée justement de faire un match où tu concèdes peu, de faire une approche de jeu où tu concèdes peu, c'est censé te faciliter cette approche. Parce que si tu fais un match d'aller-retour où tu dis il va y avoir plein de buts, on va en mettre plus, vu que tu vas en encaisser, tu peux te dire que mentalement, ça peut être dur à gérer si tu encaisses le premier. Tu vois, si tu as une équipe complètement débridée. Tu vois ce que je veux dire, Zach? Si tu es très débridé, que tu t'encaisses le premier, même si tu sais que tu as la qualité pour en mettre plus,
si tu es une équipe fragile, ça peut te plomber. Et justement, l'approche de titre, c'était censé rationaliser tout ça et l'approche, elle est complètement cohérente et pourtant il passe pas. Pourtant, il est Qu'est-ce que vous avez éliminé pensé, encore une fois. qu'est-ce que vous avez pensé vous individuellement? Alors on va parler un peu et après on va également on a loué le milieu croate à juste titre, Gvardiol, Livakovic et tout évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé des matchs de Casemiro et de Paqueta? Et après on va également parler un peu du cas Marquinhos parce que Marquinhos son année 2022 elle est d'une tristesse sans nom. Mais Paqueta Ouais. sur le but très bien, mais en dehors de ça c'est un peu décevant. Et pareil, Casemiro, en fait, comme j'ai dit, le milieu brésilien, j'ai pas trop aimé, en fait. C'est même pas que Bah, Paqueta, d'ailleurs. Casemiro, il a été très bien pris par Modric sur les premières phases parce que finalement la Croatie, défendait, avec Modric devant 2 milieux, heu et Modric s'en est très bien occupé et contrairement, au Real Madrid, enfin à l'époque où il jouait au Real Madrid, Mmh. à l'époque, Casemiro sur les premières phases de construction, il pouvait aller devant, enfin avancer pardon, pendant que Modric et Kroos reculaient. Se Ouais. cacher, hein, soyons clairs, il allait se cacher pour Voilà, pas être en danger Oui. exactement. techniquement, ouais. Parce que face à Sauf City, qu'avec qu'est-ce ce qu'il faisait, Guardiola, quand il jouait le Real City? Bah, souvent, il mettait quelqu'un sur Casemiro et ça avait marché en 2020, 2020 ou Mais ouais, mais en tu 2000. vois, il était déchargé, il montait pendant que Kroos et Modric, redescendaient et avec leur génie réussissaient à sortir le ballon. Heu, Là, avec le Brésil, c'est pas ce qui se passe. Avec le Brésil, Casemiro est vraiment la première, le milieu le plus bas avec le ballon, même au départ des actions. Il a un très bon jeu long, il a une très bonne qualité de passe malgré tout, mais c'est pas le joueur qui va, se sortir de la pression sur une prise de balle, un crochet, tu vois? Une prise de balle orientée et cetera et donc, vu que le Brésil, malgré tout, est une équipe qui parfois est très structurée dans sa répartition des zones offensives, et ben, si tu prends Casemiro, tu contiens déjà pas mal de la construction du Brésil, qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, en première mi-temps, comment il a avancé des diagonales vers Vinicius, parce qu'il n'arrivait pas à Ouais. toucher à l'intérieur. Et quand il touchait Danilo à l'intérieur, qui était lui seul, il y avait un peu Pasalic qui montait sur lui, mais Danilo avait pas été. Déjà, il a moins la qualité pour être créatif, pour faire avancer le jeu. Et puis en plus, il n'était pas dans un grand jour. Donc finalement, ces prises de balles assez neutres ont fait que ça a un peu contenu le Brésil. Mais voilà, Casemiro a bien été pris. Ensuite, Paqueta, moi, il m'a quand même intéressé parce qu'il est allé beaucoup dans la surface en deuxième mi-temps et Ouais. au moment où le Brésil poussait. Voilà, il est beaucoup venu dans la surface, il s'est projeté, il a essayé, il y a quand même de la puissance. Quand tu vois finalement l'entrée de Fred, tu te dis: «Bon, c'est pas scandaleux que Paqueta soit titulaire». Oui, oui, non, ouais, Voilà, ouais, c'est pas c'est pas le match que je retiendrai, tu vois, de lui. C'est pas un match que je retiendrai de lui, mais je trouve pas scandaleux. Non, il y a même un moment une action brésilienne où il est un peu, où il aurait pu être à la réception, c'est pas passé. Mais franchement, moi, un truc qui m'a vraiment fasciné et qui repart un peu sur ce qu'on disait, sur le côté aussi, surtout sur la Coupe du Monde, sport de joueurs, c'est que Neymar, surtout à partir de la 70e, je l'ai trouvé un peu transparent. Dans le match, même si c'était pas celui qui courait le plus parce qu'il était diminué, c'était évident. euh, Au moins, on le voyait sur certaines actions, là, beaucoup moins. Mais quand il a voulu enclencher pour marquer, Ouais, c'était mais Ouais. grave. mais justement parce qu'il est sur une touche, 2 touches et quand il a essayé de dribbler, il a été plus en difficulté parce que je pense Ouais. il est pas bien, quoi et il tente 10 dribbles, il en a réussi que 4 alors que sur son premier match sur la coupe du monde, il avait été très performant, il avait montré des belles choses mais c'est dommage parce qu'on perd, comme je disais, on perd une des seules équipes qui a un jeu intérieur mais comme l'a dit Dan, un jeu intérieur qui démarre toujours sur les côtés parce qu'ils ont aucun joueur derrière qui arrive à faire la liaison par des passes verticales, des passes en fait intérieures-intérieures. Il y a pas de passe comme ça. C'est-à-dire que Paqueta et Neymar, quand ils reçoivent des passes intérieures, c'est les ailiers qui rentrent et qui s'appuient sur eux. Et c'est quelque chose qui a manqué un peu dans leur jeu, comme le fait qu'il n'y avait pas de dédoublement de latéraux, mais ça dépendait de leur plan en fait. Et leur plan avait marché, et techniquement, il a marché. Ils n'ont pas perdu, ils ont perdu au tir au but, et on est en train de forcément, si t'es parti, c'est un drame pour eux de ne pas être passé, mais ils font un Oh là. mondial plutôt sympa hein, dans l'ensemble, ce qu'ils ont proposé collectivement. C'est terrible, vraiment. Genre, ce qu'une défaite au penalty et plusieurs occasions ratées font dire, tu vois, nécessairement. Mais je suis d'accord avec toi, Raph. Et vraiment, moi, le côté pression
absolument monstrueux qu'ils ont dû avoir au moment d'aller tirer les pénaltys et au moment où Rodrigo rate le premier. La pression d'un pays entier avec le fait qu'ils aient été favoris, beaucoup critiqués aussi pour les danses et compagnie, certaines actions comme la photo du short de Neymar avec la 6e étoile et tout. C'est et le moment de cette vraiment des pénaltys, la pression monumentale qu'ils ont dû ressentir, ça devait être sans commune mesure. Hein. Mais je réagis à quelqu'un sur le chat qui dit que ça montre que le football sud-américain est surcoté. Heu, je comprends pas trop la logique de séparer comme ça les footballs parce que là, on est sur je crois que dans le 11, du Brésil, ils jouent tous en Europe, dans des grands Sauf clubs Pedro quand européens. il est rentré, ouais. Ouais, c'est ça. Les titulaires jouent tous en Europe et c'est des joueurs qui sont depuis longtemps en Europe et qui baignent dans ce football-là depuis pas mal de temps. Certains sont arrivés très, très jeunes. C'est pas des joueurs tellement différents, hein. C'est des joueurs qui ressemblent à des profils maintenant européens et c'est ce que disait aussi Juan Malillo dans un article là pour The Athletic, un média, anglo-saxon, où il disait que le football Ouais. est maintenant mondialisé et qu'il y a plus vraiment de méthodes différentes. Donc je pense pas que ça montre que le football, américain est surcoté, ça montre qu'ils ont raté leurs occasions, quoi. C'est tout. Parfois, faut pas analyser beaucoup plus loin que le fait qu'ils aient raté des occasions, hein. Je pense pas que ça critique ce que propose le football sud-américain. Le football sud-américain sur cette Coupe du Monde, c'était l'Équateur. C'était pas le Brésil ou l'Argentine. Ouais. Les Ouais, footballeurs ouais. sud-américains, c'était les Équatoriens sur ce mondial. C'est eux qui sont encore formés là-bas, c'est eux qui restent là-bas jusqu'à un peu plus tard, c'est eux qui jouent encore en club là-bas. C'est pas les Brésiliens et les Argentins. En revanche, ce qu'on peut Réel. dire, justement, même pour aller dans ce sens-là, c'est que justement, cette équipe de Titch était très, parfois un peu trop, rigide dans ses débuts de match avec le ballon. C'est-à-dire à l'européenne, très positionnelle. Alors, presque plus proche de l'Espagne, de ce que produit l'Espagne ou de ce que produisent les équipes avec un jeu de position où les joueurs, ont des zones bien définies avec le ballon. C'est Tu un vois? peu comme Le truc l'Allemagne des années 2010 un peu, Dan, tu vois? voilà, ouais. Avec si tu veux les 5 couloirs, les 5 couloirs occupés, 2 ailiers très au large, des milieux offensifs à l'intérieur dans les, demi-espaces et une pointe. Et et donc cette équipe, elle devient brésilienne sur une action comme le but ou quand Rodrigo, dézone et vient commencer à combiner à l'intérieur. Les Brésiliens viennent se rapprocher entre eux. Là, ça devient une équipe sud-américaine et c'est presque là où elle, bon, c'est là où elle marque et c'est là où elle est la plus dangereuse aussi. Donc ces histoires de Européens, Sud-Américains, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que moi, c'est ce qui m'a plu notamment après l'entrée de Rodrigo, c'est de voir un peu plus de permutations, un peu plus tu vois, des zones moins clairement réparties avec le ballon, voilà, Est-ce que c'est pas parce que tu j'ai envie de confondais les voir ça joueurs à aussi. cause des est-ce que c'est pas parce que tu confondais les joueurs à cause des teintures, Dan? Est-ce qu'on peut parler des teintures surreprésentées dans cette sélection? Il y a un vrai problème quand même et je dis pas ça par jalousie capillaire, mais c'est pas possible d'avoir autant de joueurs avec des teintures. À la fin, ils étaient 5. C'était un prérequis d'être blond C'était pour la jouer, je crois. Donc, Ah Festina, oui, 98, vous avez pas exactement, connu ouais, ça? ça m'a un peu inquiété que oui, parce que là, bon, le motif de la couleur, parfois, on le connaît, hein, Dan, donc moi, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont pris des trucs? Qu'est-ce qu'il y a?» Bon, en tout cas, bon, en tout cas, ça voilà, leur a pas réussi. le Brésil qui est éliminé, moi personnellement, je tiens, et là c'est vraiment genre indépendamment de la France et tout, les deux qualifiés du jour, que ce soit la Croatie, euh, même l'Argentine ou alors les Pays-Bas, ou en dehors du Brésil, c'est des équipes que je n'ai pas trouvé très très impressionnantes. Genre la Croatie, je les trouve pas effrayants, je trouve qu'ils ont exactement les mêmes lacunes qu'on a dit. Un gros milieu, des perfs individuelles très fortes, un bon gardien, mais en attaque, c'est pas ouf. Les Pays-Bas, c'était pas dingo. L'Argentine, c'est pas mal parce que ça monte en puissance et qu'il y a quelques à-coups qui sont faits avec un Lionel Messi très fort. Mais je trouve pas non plus que c'est une équipe effrayante. C'est une équipe qui, par contre, a un storytelling qui me fait plus peur que ça. Et le Brésil, par contre, était une équipe que je trouvais un peu impressionnante par moment, mais qui est sortie. Donc, du coup, ça va donner quand même une autre partie de demi qui va être intéressante. Enfin, une autre partie de tableau qui va être intéressante. Du coup, ça va donner Argentine, oui, ça va donner Argentine-Croatie en demi. Et le vainqueur affrontera le reste du tableau qui se passe demain dans l'équipe de France. L'équipe de France. Et le Maroc également qui joue Maroc-Portugal, France-Angleterre. Est-ce que on peut
discuter un peu rapidement de ces matchs. On a beaucoup parlé déjà de France-Angleterre, donc on va pas refaire le tour Ouais. sur les coups arrêtés et consorts. Il n'y a pas de problème. Mais la question étant, d'accord, qu'est-ce que vous attendez des matchs demain? Rapido. Maroc, Portugal, Croatie, machin. Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, Croatie, machin, Heu, France-Angleterre, pardon. par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début et par rapport au fait que le Brésil est éliminé, j'attends, du talent dans cette partie de tableau. Beaucoup de talent. C'est-à-dire que France-Angleterre, à contrario de ce qu'on disait sur les Pays-Bas et l'Argentine, ont des grosses générations. C'est-à-dire qu'offensivement, c'est la génération la plus talentueuse de l'Angleterre, je pense depuis les années 90 quand ils avaient des joueurs incroyables sur le plan technique qui étaient hyper créatifs. Ils ont toujours eu des gros milieux, mais là, sur le plan offensif, quand tu peux démarrer avec Foden, Kane, Saka et que sur le banc, tu as Sterling, Grealish, compagnie et que ça peut Ouais, rentrer et Foden. Rashford, voilà, c'est quand même une équipe, bien dotée. Pareil pour l'équipe de France, donc du talent, des joueurs, marquants, qui combinent entre eux. Tu vois, c'est pas Messi qui cherche un peu avec qui il peut combiner ou De Jong, qui se dit: «Mais sur quel milieu je vais pouvoir m'appuyer?» Donc ça a du talent premièrement et c'est un peu la même chose pour le Portugal, qui en plus maintenant associe les talents et si tu pousses un peu le bouchon, des joueurs comme Boufal qui peuvent être décisifs sur certaines choses ou des joueurs en feu comme Amrabat. Donc ça j'espère que demain, ça va être la journée des joueurs qu'on a vu briller depuis le début de la compète. Je sais pas ce que ça va donner tactiquement. Mon France-Angleterre, on en a déjà parlé plein de fois, donc je vais pas me Ouais, répéter sur les problématiques tactiques. Mais là où aujourd'hui c'était les scénarios, demain il faut que ce soit les joueurs. Voilà, c'est ce que ouais, j'espère de ces matchs-là. d'accord. Archi intéressant. Monsieur Dan. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. Raphaël a présenté ça brillamment. C'est de plus en plus la compétition des moments et comme il l'a dit et du talent et il est possible, qu'à France-Angleterre demain, il y ait une décorrélation entre le contenu et le score et s'il y a ça, il se pourrait que ce soit une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Eh ben écoute, moi c'est ce que je souhaite, et c'est ce que j'aimerais retrouver demain, avec si possible une victoire de l'équipe de France. Une nouvelle demi-finale me ferait vibrer. Après une demi-finale face au Maroc, je serais très heureux aussi. On va supporter le Maroc comme jamais à 20h également. Et même si je À pense que le Portugal, ça risque d'être Ah, à difficile parce que 16h, quand c'est même... à 16h le Maroc. c'est Ah à oui, 16h, Zach, te trompe pas, hein. Bon, de toute façon, tu vas regarder les 2 donc j'ai inversé. Oui, oui, de toute façon, je regarde. C'est à 16h le Maroc? ouais. Ouais. C'est à Ouais, ouais, 20h le ouais. Maroc. Non, 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 à c'est un 16h. peu je je suis en train de Mes regarder, potes c'est bien à m'ont dit 16h, des hein. conneries. Non, non, Ah, moi, non, je non, pensais que 16h. France-Angleterre, c'était à 16h. Et nous, on Ok. prend à 22h30 s'il y a pas de prolongation, Et l'émission. nous, on prend à Ouais, bah, oui, 22h30. oui, oui. Demain, 16h, Maroc-Portugal. 20h, Angleterre-France. On sera là pour débrief un petit peu tout ça. Moi, j'attends juste, je l'espère, en fait, je vais aller plus simple. Je veux 2 qualifications de mes équipes préférées. Voilà. Je veux 2 qualifications de mes équipes et avoir une demi-finale folle. Et vraiment, j'espère aussi que la bande de Didier Deschamps continuera parce que je sens qu'il y a quelque chose pour aller au bout. Voilà, je crois en ce groupe, je crois en ces joueurs et je pense qu'ils ont vraiment la mesure d'aller au bout. Et j'espère que le Maroc saura surmonter une probable absence de Naïef Aguerd parce que je crois qu'il est un petit peu trop blessé et que malheureusement, il ne pourra pas continuer le tournoi. Donc, ça nous permet de clore gentiment aujourd'hui, sauf si vous aviez peut-être un autre truc à ajouter ou quoi. Vas-y, allez, c'est free, c'est la fin, c'est vous qui voyez, monsieur Dan. Tu as quelque chose derrière la tête? Non, rien de spécial à part dire que je suis quand même triste de voir un joueur comme Neymar quitter la compétition. Moi, Voilà. je suis trop heureux. Gros. Moi, alors attends, tu sais quoi, dans le chat, je pose la question et vas-y, ça va être trop intéressant, enfin, ça va être trop drôle. Moi, je suis un rat, c'est-à-dire que je pense que l'équipe de France peut gagner. J'ai envie que l'équipe de France gagne. Donc, du coup, quand tous les autres matchs ne concernent pas l'équipe de France, si l'équipe qui me fait flipper un peu peut sortir, je suis trop heureux. Donc, quand Neymar a pu sortir, j'étais trop heureux. Quand Toi, l'Argentine a tu failli sortir, j'étais trop heureux parce que les Pays-Bas ne me font pas très peur, tu vois. Je pense que France-Pays-Bas, s'il y avait une finale éventuellement, parce qu'il faut encore aller en finale, bien sûr, mais s'il y avait une finale France-Pays-Bas, j'aurais pas été hyper inquiet, tu vois. Comme de la même manière, j'étais pas hyper inquiet de France-Croatie il y a 4 ans, même s'ils nous ont mis à la machine à laver en première mi-temps. Mais ce que je veux dire, c'est que France-Argentine en finale, ça me fait plus flipper que France-Croatie ou France-Pays-Bas. Donc du coup, enfin France-Argentine. Donc du coup, quand j'ai vu sortir, j'étais là, yes, tu vois, genre trop bien. Et c'est ce que je souhaite. Voilà. C'est comme ça que je veux. J'ai une aurais vision du kiffé une football. partie tu kiffé une partie de tableau de l'autre côté avec Belgique, Corée, Ghana,
Des C'est équipes bien, comme solide. ça qui se bataillent jusqu'à la 120e en prolongation pour arriver cramés contre l'équipe de France avec la moitié de leurs joueurs titulaires. C'est la De belle ouf, compète, quoi. Ah de ouais, non, ouf. vraiment les Ah de ouf. Moi je compte, je fais tous les calculs d'épicier, hein, genre hop là, toi là, tu me faisais peur, allez dehors, toi, hop là, allez, ils ont fait les un penalty en plus, allez dégage, vraiment, moi, c'est tout ce que je souhaite. C'est vrai que limite quand l'Argentine était qualifiée, je suis ah content non. parce que tu vois, Lionel Messi c'est un joueur que j'aime bien, donc du coup si continue, je suis pas malheureux, mais in fine après derrière, une fois qu'on va jouer contre lui, j'espère qu'on lui en passe 6 et que Monsieur Acuna dehors, tu vois. Bref, on dit ça pour rigoler, mais moi, ça me fait rire parce qu'une fois qu'on supporte, tu vois, on supporte et on n'y va pas à moitié. Bref, on en discute, c'est assez drôle. Je vous ai fait venir voir mon petit point de vue un peu vicieux, un peu épicier. C'est aussi ça le football et ça nous fait bien rire. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant cette émission. Vous étiez très nombreux ce soir, c'était grave cool. Et on vous attend encore plus nombreux demain soir, juste après France-Angleterre. Si France-Angleterre n'a pas de prolongation, nous serons là à 22h30. Et s'il y a des prolongations, on sera là dès la fin du match. Donc, le salon tactique, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à demain, les amis. Finissez bien. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salut.